Bonjour et bienvenue dans Cœur de Business 42. Vous pourrez retrouver cette interview en version intégrale sur toutes vos plateformes. Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de régler la vitesse de lecture à 1.25 ou 1.5. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42, où nous allons partir à la découverte d'un jeune dirigeant ayant repris l'entreprise familiale il y a plus d'1 an. Résolument anti-extrémisme, politique, écolo ou tout autre, il n'en est pas moins un farouche défenseur des valeurs humaines, économiques et environnementales de l'entreprise. Circuit court, économie d'énergie, respect du bien-être de ses collaborateurs, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Thibaut Maisonneuve, dirigeant passionné et passionnant de la société RM Étiquette. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Thibaut Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité d'RM Étiquette ? Alors, RM Étiquette est une PME. Nous sommes 12 collaborateurs. On est implanté dans la vallée du Gier. Et donc, nous sommes fabricants d'étiquettes industrielles depuis maintenant 1963, date du rachat par croissance externe d'une société qui était la société Baronnier à l'époque. Ouais. Ça veut dire quoi, RM ? Mais justement, établissement Ravel et Maisonneuve. Quel est votre métier ? Quels sont vos produits ? Qu'est-ce qui fait vos spécificités aujourd'hui ? Alors, l'étiquette en tant que telle qu'on la fabrique nous, donc c'est une étiquette, somme toute, assez simple, mais elle a quand même des particularités techniques. D'une part, c'est une étiquette qui est non adhésive, contrairement à tout ce qu'on peut voir du commun des mortels en tant que consommateur final. Non adhésive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle. Et nos étiquettes, elles servent à tracer, à identifier des produits dans un processus de fabrication de nos clients. C'est une matière aujourd'hui qui est essentiellement un polyéthylène, 100% recyclable. Et donc on l'approvisionne en feuille ou en bobine, on vient le transformer, soit l'imprimer et le découper et le conditionner, soit simplement le découper et conditionner. Votre cible de clientèle aujourd'hui ? Alors c'est l'industrie en règle générale, tout un tas de secteurs, ce qui nous est plutôt profitable, puisqu'on n'est pas dépendant d'un secteur en particulier, ni d'un client en particulier. Vous êtes né le 1er septembre 1986 à Saint-Chamond. Exactement. Vous avez grandi à Saint-Chamond. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est votre situation ? Aujourd'hui, je suis pas marié mais pacsé, fidèle puisqu'on est ensemble depuis que j'ai 17 ans. Voilà, on a construit deux beaux enfants, une vie de famille, on s'est installé, on a un peu bougé pour des raisons professionnelles, donc ma compagne m'a suivi. Comment vous étiez petit ? Plutôt calme, ouais. Enfin, ouais, plutôt calme, plutôt posé. Toujours assez solitaire quelque part parce que j'ai plutôt pratiqué des sports individuels, j'ai fait beaucoup de tennis. Ouais, plutôt solitaire, mais avec beaucoup de copains aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver. Voilà. D'accord. La scolarité bien passée ? Ouais, pas très bon, mais pas très mauvais non plus, un peu moyen, juste ce qu'il faut. Jusqu'au bac STT ? Ouais, jusqu'au bac où voilà, on n'est pas très assidu, on loupe des cours, on pense à autre chose et puis on loupe le bac. On loupe le bac, mais je regrette rien parce que je l'ai loupé avec mon meilleur ami, qui l'a loupé aussi. Et on s'est retrouvés après dans la même classe de nouveau. C'était du bonheur à refaire, je le referais. C'était la dernière année, j'avais pas redoublé avant, donc quelque part c'est une expérience que j'aurais pas aimé de louper. Donc le bac acquis, après vous partez en BTS en alternance ? Ouais, BTS en alternance. Après ça, vous continuez en licence, en alternance toujours ? Licence, c'est ça. C'était l'une de mes meilleures années scolaires. C'est-à-dire que ouais, c'était un très bon groupe avec qui on a créé des fortes affinités et c'était top, c'était vraiment super. Ouais. Ok. Donc après cette bonne année en licence pro, une aventure particulière ? Ouais, vous partez pour l'Écosse ? Partager entre le fait de travailler tout de suite en temps plein dans une société qui nous fait confiance ou partir à l'étranger. J'avais l'expérience de mon beau-frère qui était parti en Écosse. Mon niveau d'anglais était tellement faible que je me suis inscrit au niveau bac. Enfin bon, j'ai fait une première journée, puis j'ai pas continué parce que je voulais être autonome financièrement et puis parce que voilà, je voulais. Donc j'ai trouvé un boulot là-bas qui m'a permis de vivre pendant 1 an. Donc on part d'Écosse. Donc on part et d'Écosse, on commence l'aventure professionnelle. Et on tente l'aventure professionnelle. Donc déjà là-bas, j'ai fait des recherches pour trouver un emploi. Pour moi, il s'agissait surtout qu'une boîte me fasse confiance et que
de se sentir redevable quelque part à cette société. Donc j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai passé 1 ou 2 entretiens, de moins avec une société donc qui était basée à Toulouse, la société Delna, qui a malheureusement maintenant périclité, et qui m'a fait confiance pour être commercial sur la région Bourgogne. Et puis après, les opportunités font que j'ai pu intégrer le groupe Otajon. Alors Otajon, pour moi, c'est hyper important parce que dans le domaine de l'emballage, c'est une belle société. Et d'intégrer le groupe, c'était hyper intéressant, valorisant. Et puis je me sentais les capacités. Donc voilà, compte à rebours. Et puis après, là, j'ai annoncé même un an avant chez Hopman, à la société où j'étais, du groupe Otajon, que je partais, que j'allais partir. Et puis voilà, c'est tombé le 1er avril 2021. Donc beaucoup d'inconnus, beaucoup de challenges, beaucoup de pression, parce que c'est reprendre une boîte comme beaucoup, mais c'est aussi prendre la boîte familiale. Prendre la place du père aussi. Si vous le voulez bien, on va rebalayer quelques dates marquantes de votre histoire. Août 2021, grave accident de scooter. Ouais, j'ai 14 ou 15 ans. Donc on part en vacances Sainte-Maxime avec un copain, ma sœur et mes parents. Et puis on loue donc des scooters. L'idée, c'était mes parents n'étaient pas favorables. Mon père a cédé. Je leur remercie. Et du coup, l'idée, c'était de passer les vacances. Voilà, si ça se passait bien avec la location de scoot, je pouvais en avoir un en rentrant. Et donc, moi, ma semaine s'est bien passée. Je l'ai rendue. Ma sœur avait encore quelques jours et puis elle avait plus d'essence. Je me suis proposé d'aller chercher de l'essence, tout content. Donc, j'ai pris le casque qui n'était pas le mien, trop large. J'étais en claquette, maillot de bain, etc. Tout ce qu'il fallait pas. Et je pars. Et puis, je reviens pas tout de suite parce qu'en fait, j'ai percuté une personne sur un passage piéton. J'étais en faute totale. Donc perte de connaissance, j'ai dû taper il y avait des témoins, j'ai dû taper un plomb en béton sur le trottoir, donc au niveau du visage. Donc voilà, je reviens pas tout de suite, les pompiers m'emmènent à l'hôpital à Saint-Tropez, quand même, c'est pas mal. Donc voilà. Et ce qui est important dans cet accident, parce que c'est une date importante dans ma vie, c'est le sentiment de culpabilité et de regret fort quand j'ai repris connaissance sur le trottoir. Je pouvais pas bouger, mais très fort. C'est-à-dire que je venais de bousiller les vacances. Je venais de perdre la confiance qu'avaient mes parents parce qu'ils m'avaient fait confiance en fait pour ça. Et puis voilà, après sans pouvoir revenir en arrière en fait. Donc c'est ça, vraiment sentiment de gros regret. Bon, et puis après on attend, puis on se laisse. Malheureusement, vous aurez eu d'autres histoires aussi avec les accidents de la route. Ouais. Il y a eu 2 dates importantes, 2007 et 2008. Ouais, deux copains, malheureusement, qui se sont tués sur la route. L'un en voiture, l'autre en moto à 6 mois d'intervalle. Choquant parce même si j'avais eu l'accident, on se sent un peu immortel, on peut pas penser que ça peut arriver dans notre entourage, et puis là ça arrive. Il y a une connerie de fait à chaque fois dans les accidents, c'est toujours ça, pas forcément de la faute. Ce qui est plus le décès des copains est choquant. Ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que Michael, donc le deuxième copain qui est décédé à 6 mois d'intervalle, on est allé aux obsèques de Johan avant, et puis on discutait, lui il faisait de la moto, donc je lui dis fais gaffe, que je me revois, lui. Fais gaffe, ça peut arriver et tout. Et puis il disait mais non, t'inquiète, je suis un pilote. En fait, ça peut arriver, faut faire gaffe, ça peut arriver. Après ces périodes difficiles, 2009, liberté et autonomie à Édimbourg. Donc là, vous en avez parlé tout à l'heure déjà. Ouais. Et puis après, janvier 2013, une autre épreuve pour vous, encore une fois endeuillé. Ouais. Toujours, c'est encore là une incompréhension d'ailleurs avec ma compagne. Mais moi particulièrement, je me dis tiens, faut que je consulte par rapport à ça parce que c'est vraiment un point que je pige pas. Donc mon beau-frère, le frère de ma compagne, qui décède brutalement à 30 ans. Bon, voilà, un effet marquant, et avec cette appréhension que ça nous arrive aussi, de pas comprendre pourquoi. Et puis, c'est compliqué. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'il faut que je consulte, je pense. Sophrologue ou un truc comme ça. Bon, on va passer à la suite qui est un peu plus heureuse. 2014, vous passez cadre commercial. Date marquante pour vous? Ouais, date marquante parce que professionnellement, je m'étais dit, tiens, cadre commercial, c'est pas mal d'être cadre, ça fait monter, c'est psychologique, c'est le mot. Et je m'étais dit avant 30 ans, et puis c'était avant. Donc j'en étais tout fier. Après, on enchaîne avec la naissance magique, comme vous dites, de Marius. Et ouais, Marius, c'est Marius. J'étais
j'étais frileux d'avoir des enfants parce que faut les assumer, un peu manque de confiance en soi, etc. Et puis là, on a eu des difficultés pour avoir des enfants pendant 3-4 ans, on se remet en question. Et puis c'est arrivé, voilà. Et puis on avait décidé de pas connaître le sexe. Moi, j'avais une préférence pour avoir un garçon. Et puis voilà, quand il arrive, c'est magique. C'est magique, c'est juste magique. Et puis ma fille après. Ouais. Du coup, vous parliez du sexe exactement, donc une fille. Donc une fille, et choix du roi, donc top aussi. Capucine, c'est ça. Ouais, Capucine. Ouais. Je passe aussi beaucoup de temps avec elle. Moi, elle est encore petite, elle a 2 ans. Mais ouais. Donc voilà, Paxé, 2 enfants. Et Paxé, 2 enfants. 1er avril 2021, l'aventure. Et l'aventure entrepreneuriale, voilà, avec. Est-ce que vous avez des personnages importants, des personnages célèbres, des mentors, des sources d'inspiration particulières qui vous ont aidé qui vous aident encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Alors déjà dans l'échange, je l'ai pas forcément dit avant, mais dans l'échange, ma compagne a une importance forte. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu ma moitié. On est plutôt complices. On parle beaucoup. D'ailleurs, dans toutes les étapes qu'on a vécues avec les décès de son frère et puis de mes copains, elle était là. Et dans toutes les étapes qu'on a pu avoir heureuses ou malheureuses, elle est là. Et voilà, on est très fort. Ça nous a même renforcés. Donc c'est très bien. Et après, tout au long de la carrière, j'ai essayé d'observer ce que je disais tout à l'heure, les comportements, les façons de faire de chacun. Je dis pas que je les applique en permanence, mais voilà, le premier c'était Alain Châtelet, c'est le commercial avec qui j'étais en binôme sur la région donc Bourgogne chez Delna, qui pour moi était un peu un expert en art. Il avait une façon de faire artistique auprès des clients, mais fallait le voir. Enfin, c'était un peu du spectacle, j'en parlais. Et puis après, mon père, forcément. Ouais. Mon père, Olivier. c'est un peu un dieu vivant. Alors c'est compliqué parce que pour moi, petit garçon, on voit, je sais pas si Marius fait pareil avec moi, mais on voit son père avec le parcours, t'as envie de faire mieux, t'as envie au moins de l'égaler. Tu te dis, ça va être compliqué. Et en même temps, moi, dans la reprise de la boîte, il s'agissait un peu de le tuer. Quelque part, on en a beaucoup parlé. Il le dit beaucoup. On lui a dit de me tuer, virtuellement, évidemment. Et puis, je le fais. Alors, ça me fait mal au cœur, mais je le fais. Pas avec plaisir, mais il faut que je prenne ma place. À la fois dans l'entreprise. Donc ça, je pense que ça a été fait plutôt rapidement. Et il m'a beaucoup aidé parce qu'il s'est écarté. Ce qui n'a pas été simple pour lui, mais même dans le réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux vivre Thibaut Maisonneuve, pas fils de Olivier. En dehors du travail, vous avez des passions ? Mais passer du temps avec mes enfants. Je me suis accordé là maintenant un mercredi après-midi sur 2 pour suivre Marius au foot, coacher les petits. Quand on vous demande vos 6 valeurs fondamentales, vous dites humilité, loyal, honnête, courage, fidèle, travail. S'il y en avait une qui devait surpasser les autres. Loyal, pour moi, elle couvre un peu aussi l'honnêteté, le courage et la fidélité. Donc voilà, quelque part aussi le travail. Heureux et épanoui ? Bah ouais, parce que j'ai de la chance. Je suis en bonne santé, mon entourage est plutôt en bonne santé. J'ai des beaux enfants qui sont aussi en bonne santé. J'ai un métier qui m'éclate parce qu'on s'épanouit, même dans l'adversité, mais on s'épanouit. On va revenir sur RM Étiquette. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une dizaine de salariés. Ouais. Quelle est l'évolution attendue ? Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors, j'ai pas forcément le souhait d'en faire une grosse structure. Moi, mon idée première, c'était de la rendre un peu plus efficiente, c'est-à-dire d'utiliser mieux l'outil informatique, d'utiliser les forces vives, donc les ressources humaines uniquement pour les valeurs ajoutées que les hommes peuvent apporter, de fluidifier les choses, d'organiser un peu mieux. Je dis pas que c'était pas organisé, mais voilà, on évolue. Donc on est passé plutôt d'un système artisanal ou semi-artisanal à semi-industriel, puis industrialiser les choses. Moi, ma priorité, c'est que les gars et les femmes viennent au boulot avec la banane, qu'ils puissent repartir avec la banane et qu'ils puissent se dire à la fin de la journée, j'ai accompli un truc qui était un peu intéressant, j'ai passé une bonne journée. Et je suis plutôt content de revenir, même si c'est parfois alimentaire, je suis plutôt content de revenir demain. Et puis d'améliorer aussi le cadre du travail. On a fait quelques travaux, on a le ballon ergonomique. Oui, il faut en parler quand même parce que vous êtes quelqu'un de particulièrement intéressant de ce côté-là. Pour ceux qui vous connaissent, vous avez quand même une façon de travailler avec vos collaborateurs
qui est, je sais pas comment l'exprimer, mais pas cocooning, mais bienveillante, ça c'est sûr. Et après, avec la volonté de toujours bien faire, de toujours apporter le cadre, ce que vous venez de dire, le meilleur possible. Ouais, moi je pense que ça peut marcher, enfin une boîte peut marcher que quand les gens sont dans un bon cadre et évoluent dans un cocon, que ce soit d'un point de vue physique, hein, c'est-à-dire qu'avec les bureaux, ballon ergonomique ou même dans le cadre du travail ou de l'entreprise en général. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre invité et nous expliquer quel est votre choix, quelles en sont les raisons? Oui, j'ai invité Giovanna en fait, que j'ai rencontré à l'occasion d'une assemblée générale au Club G. Elle a exprimé assez rapidement d'ailleurs le contexte et son activité qui, elle en parlera mieux, mais qui était le rapprochement, l'analogie entre les ruches, donc les abeilles, hein, la vie d'une ruche et la vie d'une entreprise. Et assez rapidement, moi, en voulant mettre du sens quelque part à l'entreprise par rapport aux salariés, j'ai fait le lien et puis on a pris contact et on a organisé la journée qui s'est passée au printemps de cette année. Très belle journée, magnifique. On a eu beau temps, donc ça aide. Je crois qu'on était les premiers, donc c'était un petit challenge aussi pour vous. Et ça s'est bien très très bien passé. Enfin vraiment la journée, donc c'était un mixte entre de la théorie par rapport à la vie de notre entreprise et puis de la pratique puisqu'on est allé voir les ruches sur les champs. Vraiment très intéressant. Très bien. Giovanna, bonjour. Bonjour. Eh bien, donc moi, je suis Giovanna Griot. J'ai travaillé pendant 20 ans en tant que directrice de structure de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai la chance de vivre donc avec Sylvain Robert, qui est apiculteur professionnel. Et finalement, en l'observant, en l'écoutant, en le regardant travailler avec ses ruches et avec les abeilles, l'idée m'est venue de travailler cette question de l'analogie entre l'organisation des abeilles dans une ruche et l'organisation des salariés, des hommes et des femmes dans une entreprise. Comme depuis maintenant 4 ans, j'ai opéré une reconversion professionnelle et que je suis consultante en développement des organisations. C'est comme ça, en fait, que je me suis dit que cet outil des abeilles pouvait être intéressant à utiliser. Donc je me suis renseignée, je me suis demandé si j'avais finalement une idée un peu luberlue ou si vraiment il y a des gens qui avaient réfléchi à ça déjà. Et effectivement, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait des chercheurs, des conférenciers qui avaient travaillé ces questions-là. Donc mon idée n'était pas dénuée de sens. J'ai même eu contact avec certains d'entre eux qui m'ont encouragée à poursuivre ce travail. Donc c'est comme ça que nous avons monté finalement ce projet. Très bien. Voilà. Et sans dévoiler tout le contenu de ce que vous pouvez apporter aux entreprises, quelle serait la plus grande analogie? Qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, pour nous faire envie, parce que l'idée, c'est finalement d'aller visiter une ruche comme on irait visiter une entreprise inspirante. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de RSE, toutes ces démarches-là. Et finalement, quand on regarde les abeilles, d'abord, elles ont survécu à l'effondrement des dinosaures. Donc elles, le principe d'essai-erreur, elles l'ont mis en place depuis des millénaires. Et par exemple, sur des questions de la communication, de la qualité de vie au travail, de comment on fait quand l'environnement n'est pas clément, pour donner quelques exemples très concrets. Si on regarde comment elles s'y prennent, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être transposables ou en tous les cas inspirantes au niveau de l'entreprise. Voilà, pour prendre par exemple l'exemple de la qualité de vie au travail, les abeilles, pour qu'elles puissent bien travailler, on va dire, il faut qu'il y ait à peu près entre 31 et 32 degrés dans la ruche. Donc quand il fait 40 degrés à l'ombre, comment font-elles pour maintenir cette température-là? Et finalement, est-ce que ça repose sur une seule personne qui est chargée de la qualité de vie dans la ruche ou est-ce que c'est collectif? Enfin voilà, toutes ces questions-là, c'est intéressant de les traiter et de les transposer dans l'entreprise. On a la chance, il est présent avec nous aujourd'hui. Donc moi je suis Sylvain Robert, je suis gérant de l'ERL La Tribu des Abeilles. En fait, je suis apiculteur depuis plus de 10 ans. Et ensuite le projet a pris naissance, comme l'a dit Giovanna. Je précise que c'est ma compagne. On a pris naissance ensemble et donc on s'est dit on va essayer de monter quelque chose. D'abord pour se faire plaisir, pour essayer de faire des choses ensemble et puis de mettre ça un peu au service des entreprises,
de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne une ruche et d'aller dans ce sens-là. Thibaut, on va parler un petit peu de l'avenir avec l'analogie des abeilles. Vous en êtes où par rapport à ça ? Vous pensez quoi du bien-être, par exemple, en entreprise, de l'avenir de ça ? Parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'abord d'apporter du bien-être à ses collaborateurs ? Un peu, c'est-à-dire que je pense que l'entreprise doit participer au bien-être des collaborateurs dans l'entreprise à notre niveau. Après, je pense qu'il faut pas aller trop loin non plus parce que notre rôle doit être limité. C'est-à-dire que le bonheur, les gens qui sont pas forcément heureux, l'entreprise va pas pouvoir les aider. Enfin, je veux dire, on fait le maximum en tant que dirigeant. Après, à titre personnel, on a nos limites. Donc oui, mais non, quoi, pas trop. Est-ce que ça a pas pris une trop grosse part pour vous aujourd'hui ? Pour l'instant, je le ressens pas comme ça, mais je suis vigilant à ça. Parce qu'il faut pas que ça le devienne, c'est-à-dire faut pas que ce soit pour moi que ça devienne trop compliqué. Est-ce que pour vous c'est plus votre valeur personnelle ou plus un souci d'efficacité finalement de l'entreprise avec la finalité économique ou un peu des deux ? Le but c'est les deux. Hein. Moi le but premier c'était à titre personnel, c'est-à-dire que moi j'aime bien que les gens soient bien. Moi je suis content quand les gens sont contents et heureux. Giovanna, vous rencontrez du coup pas mal de chefs d'entreprise dans votre parcours. Est-ce que tout le monde est dans le même état d'esprit que Thibaut ? J'ai envie de dire qu'en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les gens, effectivement, qui s'intéressent au projet qu'on a développé, ont envie de rechercher une forme de cohésion d'équipe. C'est des gens qui résolument sont tournés vers l'humain et qui sont attentifs à ce que les conditions de travail, alors je sais pas si c'est de l'ordre du bien-être, de l'ordre de la reconnaissance, de l'ordre d'un environnement de travail comme le décrit Thibaut, mais en tous les cas, l'envie, l'aspect très attentif à ce que l'ensemble des collaborateurs puissent être tout à la fois efficace pour l'entreprise dans le cadre professionnel, parce qu'on est bien dans un cadre professionnel, mais en même temps qu'il y ait cette démarche d'innovation, de nouveauté de mode de management, je crois que Thibaut l'incarne très bien, dans une transition plutôt douce qu'il met en place, même s'il a amené beaucoup de choses, mais voilà, il est quand même dans une forme de continuité, il n'est pas non plus dans une rupture totale avec ce qui a existé, on le sent dans son discours, il y a beaucoup de reconnaissance pour ce qui s'est passé avant. Souvent, ça peut être d'ailleurs des gens qui reprennent des entreprises historiquement qui sont déjà dans la famille, mais avec l'envie d'aller vers un mode de management différencié, résolument tourné vers l'humain et avec cette ouverture sur ce biomimétisme et cette ouverture vers la nature en se disant que finalement, avec une démarche très humble, où on peut s'inspirer de plein d'apprentissages différents. Ouais. Avant l'émission, Thibaut, vous me disiez que par rapport à l'environnement, je vous cite encore une fois, je ne suis pas écolo et je déteste les écolos extrémistes qui imposent. J'ai horreur de ça, on est en plein dedans, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des gens qui veulent imposer à d'autres, que ce soit n'importe quoi, hein, religion, façon de penser. Je trouve ça hyper intrusif et j'ai horreur de ça. Il y a les guerres, il y a les Covid, il y a le monde politique qui évolue énormément, la façon dont on fait la politique aussi qui évolue énormément, la façon dont on dirige les entreprises qui évolue énormément. J'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, que vous avez une petite inquiétude que tous ces changements, ils apportent pas autant que ce qu'ils pourraient. Ouais, l'avenir nous le dira. Après, je suis un peu nostalgique, moi, des années 90, hein, qui me semblaient être beaucoup plus libres de tout point de vue. Après, moi, sur l'aspect économique, politique, de l'avenir, on verra. C'est-à-dire qu'on peut difficilement faire des grandes prévisions. Donc, il faut s'adapter, être le plus agile possible. Moi, après, je suis un peu dépité. Je suis un peu, limite, à un point de rupture, déjà d'un point de vue politique. Alors, j'ai mon avis, ça m'intéresse. Je fais des discours, on fait des débats, mais par contre, je vote plus. Ça fait un moment que je vote plus. Je fais pas confiance aux politiques, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des maires ou des présidents de la République. Donc, je suis à un point de rupture, mais je m'intéresse quand même. Voilà, on verra. Je suis pas inquiet. C'est-à-dire que je crois en l'adaptabilité. Faut peut-être justement pas trop regarder en arrière pour pas avoir cette mélancolie ou des années passées. Chaque période a ses points positifs aussi. On vit quand même bien. Moi, j'ai dit, hein, on est heureux. Je suis heureux. Voilà, c'est pas évident, mais voilà, c'est pas non plus on vit pas une guerre nous comme on a pu vivre à 39-45 ou des choses comme ça. Donc on est bien, quoi. On vit
confortablement. Et puis d'un autre côté, on a aussi des vraies prises de conscience, sans tomber non plus dans des positions extrêmes, bien sûr, mais quand même des volontés de recherche de sens au travail, de gens qui se questionnent. Je fais du bilan de compétences par ailleurs, on voit bien que les gens ils s'interrogent sur plein de choses aussi. L'envie aussi de certains lanceurs d'alerte de tirer des sonnettes d'alarme sur des choses importantes. La question, c'est vers lequel des deux on a envie de donner son énergie et ses convictions. Comme à chaque émission de Cœur de Business 42, et ben à la fin, je demande mon petit cadeau, mon porte-clés. C'est quoi en fait ? C'est un cordon qui est fermé par un ferret. Le ferret qui a été fabriqué par la société donc Baronnier qui a été racheté Croissance Externe. Ça résume bien l'activité et l'évolution quelque part d'une société à une autre et la continuité de la société, de l'entreprise familiale. Et je tiens à préciser le petit bonus, c'est qu'en plus le porte-clés est gravé Cœur de Business et gravé à la date du jour de l'enregistrement, donc 29 novembre 2022. Giovanna, merci. Merci beaucoup à vous deux. Thibaut, merci beaucoup. Merci beaucoup Julien. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.